Salut, alors vidéo et concept qui je sais te plaît beaucoup. On va ensemble analyser une position que j'ai pu prendre de A à Z, les raisons pour lesquelles j'ai exécuté ce trade. C'est un trade que j'ai pu exécuter ce mois d'avril pendant lequel j'ai eu personnellement très peu de positions. Très peu de positions parce qu'on a vu énormément de volatilité. J'ai eu beaucoup aussi de raisons personnelles qui ont fait que j'étais un petit peu moins présent sur les marchés. Et aussi, on a vu des chutes d'indices qui ont fait que j'ai passé plus de temps sur un deuxième portfolio à moi qui est différent de mon portfolio de trading court terme à levier sur le marché FX. Mais comme je te dis, j'ai quand même pu exécuter une position sur le marché FX qui était un achat sur pound dollar. Et donc dans cette vidéo, on va aller l'étudier ensemble de A à Z. Alors, cette idée de position commence le 8 avril. À ce moment-là, on a le dollar qui est sous pression, le dollar qui est en tendance baissière parce que monsieur Donald Trump est en train de matraquer tout le monde avec des histoires de tarifs, mettre des tarifs à tout le monde et ça amène beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Et on a notamment des grandes banques telles que JP Morgan qui call une récession aux États-Unis. Toute cette incertitude, surtout autour de la situation des États-Unis, qui pourrait se retrouver dans une situation où la croissance est molle et en plus de ça, l'inflation, elle, a un gros point d'interrogation. Donc, on a beaucoup de capitaux qui sont en train de sortir du dollar et notamment, on voit donc cette tendance baissière sur le dollar. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est un unweighted dollar index, donc qui me permet d'avoir pas comme un DXY qui va être l'indice du dollar, mais là, ça va être l'indice du dollar en faisant un discounting de toutes les autres paires pour, on va dire, enlever les volumes qui sont pondérés dedans. Bref, on voit le dollar qui rebondit, mais le dollar qui reste sous pression. D'accord ? Maintenant, cette pression sur le dollar, comme tu sais, tous les marchés marchent ensemble. Donc, si on a de l'argent qui sort du dollar agressivement, il faut que cet argent aille ailleurs. La deuxième plus grosse monnaie mondiale, c'est l'euro. Donc généralement, quand on voit des grosses ventes sur le dollar, on a tendance à voir l'euro pump. Et c'est d'ailleurs pourquoi euro-dollar est aussi corrélé au DXY et la raison pour laquelle je regardais unweighted dans l'index plutôt que le DXY. Mais donc là, pour moi, dans ma tête, mon idée, c'est que les monnaies européennes pourraient surperformer à court terme le dollar pour les raisons que je viens de t'expliquer. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait pu voir l'euro pendant cette période. Donc, comme je t'ai montré, le dollar, lui, vraiment être en tendance baissière et être sous pression. Et l'euro, encore une fois, le Unweighted Euro Index, qui, lui, était en tendance haussière et qui prenait de la valeur. Donc, OK, et en quelque sorte, ce thème, cette rhétorique, cette idée est priced in et est déjà tradée. C'est la raison pour laquelle on voit l'euro en hausse. Cependant, la livre sterling, elle aussi, qui est donc une monnaie européenne en quelque sorte de par sa géographie, a aussi été en hausse, mais a subi une vente dernièrement et donc pourrait être potentiellement mieux valorisée que l'euro pour une idée de trade où j'aimerais acheter une monnaie européenne, encore une fois européenne en termes de géographie, contre le dollar. Maintenant, en plus de ça, qu'est-ce qu'on apprend ces jours-là ? On apprend, de par les tarifs de Trump, que Trump décide de mettre des tarifs avec une baseline, donc un tarif réciproque de minimum 10%. D'accord ? Donc 10% de taxes d'import sur tous les pays, à part sur le Canada et le Mexique. Mais donc 10% de tarifs, c'est le minimum. Et maintenant, au-dessus de ces 10%, suivant le pays, il va encore rajouter des taxes. Et donc là, on peut le voir, zone Europe, on est sur des taxes à 20%. À ce moment-là, donc c'était début avril, on avait la Chine à 34, l'Inde à 26, la Corée du Sud à 25, le Japon à 24 et l'Angleterre, donc UK, elle, qui est à 10%. Donc c'est le pays qui, au bout du compte, est le moins impacté, le moins affecté par ces décisions tarifaires et qui donc, dans le court terme, pourrait être vu comme un petit safe haven asset, un petit peu comme le yen japonais ou le franc suisse, mais juste parce que cette volatilité, cette incertitude autour des tarifs viendra bien moins impacter la livre sterling que d'autres monnaies. Et comme je t'ai expliqué, dans cette situation-là, les monnaies européennes, donc je pense euro, franc suisse, livre sterling, sont intéressantes. Et de par la correction actuelle et ce petit statut de valeur refuge court terme pour la livre sterling, pour moi, un achat à livre sterling contre le dollar fait complètement sens. À ce moment-là, je vais sur les graphiques et je vais chercher une entrée, je vais chercher un price action qui vient confirmer cette idée et qui me permet d'exécuter à des bons prix avec un bon stop et un bon target. Donc à ce moment-là, tu vois, on était dans cette situation. Donc juste ici, on a une trendline haussière qui est juste ici, d'accord ? Donc vraiment très belle. Et puis on revient sur ces niveaux-là qui étaient les niveaux des 1,27 qu'on vient rejeter et sur lesquels derrière on vient corriger. Donc comme tu vois, à ce moment-là, on avait ce genre de range où les prix étaient bloqués entre cette résistance et ce support. Moi, qu'est-ce que je veux voir ? Je veux voir premièrement un break
de ce range pour me montrer justement que les acheteurs sont en train de reprendre le dessus et derrière essayer d'exécuter à des meilleurs prix potentiellement sur un retour Fibo. Okay. Maintenant, le lendemain, comme tu peux voir, il y a eu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire on a pu voir ce break, donc cette arrivée des acheteurs qui confirme ma vision. Et à la suite de cette impulsion, je viens tout simplement fiber toute cette impulsion qui vient me donner ces niveaux-là. On a le prix qui retourne sur les 61,8 qui est aussi cette toute petite trendline, tu vois, qui ne sert pas à grand-chose, mis à part juste mon exécution bien la timer. J'exécute donc ici une position d'achat avec mon stop, mon target. Le target, je viens targeter les highs, donc les 1,32. Et mon stop, premièrement, je veux qu'il soit derrière les 1,27. Mais surtout, à ce moment-là, j'ai voulu avoir un stop qui est large. Donc comme tu vois, donc zone clé des 1,27. Ça, c'est la zone sur laquelle je veux exécuter. Renversement du price action et stop large car le VIX à ce moment-là, le VIX est au-dessus de 40. Donc, on a toujours énormément d'incertitudes, énormément de volatilité sur les marchés. Et donc, ça, c'est la raison pour laquelle je mets un stop qui est large et pas un stop qui est juste derrière les highs. Ça, c'est la première raison. Et maintenant, en plus de ça, je prends personnellement un demi-risque. La raison du demi-risque étant que pour le mois d'avril, j'ai eu très peu de positions parce qu'encore une fois, pour des raisons personnelles, j'avais beaucoup de choses qui arrivaient et je sais que, on va dire que j'étais pas à 120%. D'accord? Et comme tu sais, en trading, on a le reward, mais on a aussi le risque. Si tu ne fais pas les choses vraiment à 100% et par exemple que tu voyages, tu fais ci, apparemment tu fais du trading sur ton téléphone, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas être à 100% de ta performance et dans ces cas-là, c'est très dangereux d'aller risquer ton argent. Et encore une fois, si on parle de quelques milliers d'euros, j'ai envie de dire, ce n'est pas la fin du monde, mais dans ma situation, avec les portefeuilles que je gère, ma gestion de risque est presque le paramètre le plus important dans mon trading. Et donc comme tu le vois juste ici, on est donc le 9 avril. Je suis enfin exécuté sur mon idée qui est d'acheter de la livre sterling et de vendre du dollar américain, donc d'être plus ou moins dans la tendance des deux. Et ça nous amène au lendemain, donc le 10 avril où on attendait les fameuses données CPI américaines. Donc là, c'était 7h30 heure de Panama. À ce moment-là, on était sur ces niveaux, donc tu peux voir que mon exécution a été nickel. À partir de là, le prix a pu bien pump, c'est génial. J'ai été vraiment très peu en drawdown et donc là sort le CPI américain. Là, ma préparation, c'est donc, comme tu peux voir, pour le CPI américain, là on regarde le headline CPI, ici on a le core CPI. Headline CPI, lui qui est attendu à 2,6, on était précédemment à 2,8. Le low, donc le minimum des attentes des analystes, c'était 2,5 et le high 2,8. Donc pour moi, la seule chose qui viendrait potentiellement invalider mon idée et sur laquelle j'irais exécuter une sortie, d'accord, c'est si jamais on avait vraiment une sortie de l'inflation qui était au-dessus des données précédentes, qui donc potentiellement inverserait la tendance de cette inflation aux États-Unis qui reste pour le moment baissière, même si le core CPI, lui, est toujours sticky. Et donc, au moment de cette sortie, à 7h30, on voit l'inflation qui, cette fois-ci, vient surprendre, mais à la baisse et qui donne donc un petit peu de lest, j'ai envie de dire, à la Fed, parce que Fed, jusqu'ici, où le gros risque, d'accord, c'était le risque de stagflation aux États-Unis. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tout le monde était en train de matraquer le dollar. C'est parce que le dollar semblerait potentiellement avoir des problèmes de croissance, les tarifs qui pourraient exacerber ça, d'accord? Donc, problème de croissance, d'accord, mais ça, généralement, tu peux le résoudre avec une stimulation économique de la Fed. Cependant, s'il y a trop d'inflation, la Fed ne peut pas stimuler cette économie. Donc là, voir les chiffres d'inflation qui continuent en tendance baissière avec le headline qui était à 2,8 et on passe maintenant à 2,4 et les attentes qui étaient à 2,6, le minimum à 2,5 et on sort à 2,4, donc ce qui vient vraiment surprendre la majorité des grandes banques, des analystes, qui vient remettre en cause un petit peu ce thème de potentielle stagflation. Si l'inflation continue de baisser, bon, ça pourrait finalement permettre potentiellement à la Fed de cut les taux et de venir stimuler cette économie qui potentiellement en aurait besoin, surtout quand on voit le stock market à ce moment-là qui était à moins 20% sur le S&P, donc en bear market technique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et ma position? Bah, c'est all good, d'accord? C'est all good. Si on voit ça, ça veut dire que ça pourrait continuer à pousser le dollar à la baisse, inflation US en baisse qui confirme l'idée. Donc à ce moment-là, parfait, j'ai rien à faire, tout se passe comme prévu, d'accord? Et même plus que ça, c'est que comme tu peux voir juste ici, j'avais des niveaux Fibo, d'accord? Parce qu'on avait cette baisse quand même qui était vraiment ultra violente. Donc dans ma tête, au moment où j'ai pris la position, je savais qu'on avait le CPI et j'attendais ces données pour voir si vers ces niveaux Fibo là, je sortais un petit peu de volume ou pas, juste pour prendre un petit peu de profit. Surtout parce que comme je t'ai dit, sur le mois d'avril, j'avais très peu de positions. Donc quand j'ai très peu de positions,
De manière générale, je fais vraiment encore plus attention parce que je sais qu'une perte, littéralement, peut me faire terminer le mois dans le rouge. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas la situation de tous les mois de l'année. Mais pour ce mois d'avril où j'ai eu beaucoup de choses personnelles, beaucoup de tournages, beaucoup de choses que j'ai pu te présenter, etc. Enfin, c'était la complétion de plein de choses sur lesquelles je travaillais. J'étais un petit peu moins disponible, que ça soit physiquement, mais aussi émotionnellement. Bref, mais donc ces données CPI, ce qu'elles ont fait, c'est que surtout, elles m'ont ouvert la voie à plus de valorisation et vraiment aller chercher mon target à 1,32 et j'étais beaucoup plus confiant que je ne l'étais avant même de prendre la position. Donc là, en ce moment, on est le 10 avril, comme tu peux voir. Et maintenant, fast forward 4 jours plus tard, on est à l'ouverture le lundi. Belle surprise au réveil. Le prix a bien atteint mon target des 1,32 et comme tu peux voir, position qui est très agréable parce que tu peux voir que le profit and loss, donc le PNL de la position, donc là c'est tout plat parce que c'était évidemment le week-end et là c'était lundi à l'ouverture et puis l'exécution à 1,32. Mais surtout, comme tu peux voir, ce qui est très agréable, c'est que sur cette position, il y a eu littéralement aucun drawdown. Donc, je termine cette position avec un profit réel qui est à plus 1,7 R, comme tu sais, R qui est mon facteur de risque max, d'accord? Et en théorie, fois 3,4 mon risque, mais comme tu sais, mon risque, lui, était réduit à un demi-risque pour des raisons personnelles et avec un stop qui était assez large. Maintenant, pour revenir juste sur cette position, parce que je sais que certaines personnes vont écouter toutes les raisons que je viens de leur expliquer sur pourquoi j'ai décidé d'exécuter cette position, quelle a été la pensée, la réflexion derrière et comment je l'ai exécutée, donc exécuté principalement avec du price action. Je sais que beaucoup vont essayer de simplifier cette position en disant qu'au bout du compte, cette position, elle aurait pu très bien être exécutée juste parce qu'il y avait une trade line et ici, on vient break les highs, on vient retest, exécute, 100% technique et c'est bon, tout le monde est content. Mais encore une fois, et je le répète, le problème, c'est que si je m'amusais à prendre toutes les positions 100% techniques comme ça que je voyais, à la longue, je ne serais pas rentable. D'accord? Et l'exemple que j'ai pour te prouver ça, c'est notamment un setup sur euro-dollar. Pour ce même mois d'avril, j'avais un setup très technique et j'ai envie de dire similaire dans la potentielle exécution que pound-dollar, sauf que euro-dollar, pour des raisons macroéconomiques, j'ai décidé de ne pas le prendre. Donc allons le voir ensemble, je trouvais que c'était important quand même de te le montrer. Donc comme tu peux voir, euro-dollar ici en daily, on a cette très belle trendline, d'accord, où on a 4 touches, on vient break et maintenant on vient retest et comme tu peux voir en plus avec un gros mouvement agressif. Et maintenant, si on va analyser ce retest et aussi un retest de cette résistance, on voit que le prix vient agressivement, on vient faire un genre de double top, on vient break la neckline, donc on vient break les lows et là on revient corriger vers les potentiels Fibo et tu vois on a de la divergence baissière. Donc là en termes purement techniques, on voit que c'est absolument nickel et on voit aussi qu'on a même sur un time frame plus court, on a ce genre de confirmation de correction avec cette confirmation d'une potentielle baisse d'un point de vue technique très similaire à ce qu'on avait sur pound-dollar. Ce que j'ai attendu sur pound-dollar pour venir exécuter, c'est exactement ce qu'on voit sur euro-dollar, d'accord? Donc là, si je m'amusais à prendre tous les setups juste pour des raisons techniques, c'est clairement un trade que j'aurais exécuté, d'accord? Cependant, comme tu sais peut-être, mais dans mon accompagnement, je partage mes idées de trade et ma vision et mes recherches, d'accord? Et donc ce jour-là, j'avais partagé cette analyse sur euro-dollar qui, comme je t'ai dit, d'un point de vue technique est parfaite, mais en disant quelque chose de très spécifique. Difficile à expliquer, mais même si d'un point de vue price action, la vente semble presque évidente, j'ai du mal. Écoute le prochain vocal. Donc vocal long au sujet de euro-dollar. Et les raisons, quelles étaient-elles? Premièrement, si on analyse les yields, donc les rendements des obligations américaines et allemandes, donc les bonds et les bonds, d'accord? On peut voir le rendement des obligations allemandes qui, elles, sont en tendance haussière sur le début de 2025, alors que les US 10 yields, eux, sont en tendance baissière. Donc déjà, on a les yields, le marché obligataire qui nous donne une image qui est complètement différente. En finance, on dit généralement que le marché obligataire ne se trompe jamais, que le marché obligataire, c'est là la réalité. D'accord? On a tendance à avoir moins de misprice sur le marché obligataire. En plus de cela, tous les derniers développements géopolitiques dans la zone euro étaient plutôt positifs, à l'inverse du dollar qui lui était, comme je le répète, et c'était l'idée que j'avais sur pound-dollar, était toujours sous pression. Et donc dans ce cas-là, tout simplement ce que j'ai fait, c'est ajouter un filtre, ce qu'on appelle un filtre négatif macroéconomique. Donc parfois, il y a des positions que tu vas exécuter pour une raison géopolitique, macroéconomique, de flux, peu importe. Mais ça, c'est la raison principale et c'est donc un filtre positif. C'est ça qui te fait vouloir prendre la position, ce qui est mon cas par exemple sur pound-dollar. Et parfois, ce filtre peut être négatif, mais donc tu peux voir que par la suite, la zone technique qui était potentiellement intéressante
à vendre, bah, finalement, c'est avéré être pas du tout une bonne opportunité et c'était un trade qui se serait fait stopper immédiatement, très rapidement et donc une perte évitée. Et c'est là que ça m'amène à dire une phrase qui est la plus importante et que, encore une fois, trop de personnes mettent de côté, c'est que tes performances en trading sont la somme de tous les trades que tu exécutes, comme mon pound dollar exécuté à l'achat, et tous les trades que tu décides d'ignorer, comme ce short sell euro-dollar. Short sell euro-dollar où, oui, d'un point de vue technique, c'est sympa, mais il n'y a pas de vraie raison de vouloir vendre euro-dollar. Et donc, ce choix de l'ignorer rentre dans ma performance. Parce que tu peux imaginer que si sur ce mois d'avril, j'avais bien sûr des positions gagnantes, mais qui étaient contrebalancées de 8 trades perdants où juste je suis en train de voir des patterns partout et je suis en train de trader partout et je me fais allumer partout, eh ben je serais perdant. Alors que tu vois que ton nombre de trades n'a aucune corrélation avec ta performance. Et mon mois de mars et mon mois d'avril en est la preuve. Mois de mars, j'ai pu terminer positif alors que j'ai eu très peu de positions. Mais donc, je te le répète, tes performances, c'est la somme de tous les trades que tu as pris, plus tous les trades que tu as décidé volontairement d'ignorer. Donc maintenant, sous cette vidéo, je vais te mettre le lien d'une de mes dernières vidéos qui dure 45 minutes où je t'explique vraiment de A à Z comment avoir une approche et une démarche professionnelle dans ton trading pour pouvoir trouver, exécuter et profiter de ce genre d'opportunités. Donc je te mettrai le lien en description, la vidéo est gratuite. Sur ce, c'était Elliot, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!